Pour les uns, c'est un défenseur de la liberté de la presse. Pour les autres, un traître. En tout cas, sa personnalité ne laisse personne indifférent. Le procès de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, s'est ouvert aujourd'hui. Les États-Unis demandent son extradition. Bonsoir Olivier Tesquet. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Télérama, co-auteur de 7 ouvrages. Dans la tête de Julian Assange, c'est chez Actes Sud, coécrit avec Guillaume Ledy. Vous avez rencontré l'Australien qui a 49 ans aujourd'hui. Il s'est fait connaître du monde entier il y a 10 ans, en révélant des documents secrets, notamment sur l'armée américaine. De quoi l'accuse-t-on exactement ? Aujourd'hui, c'est le paradoxe, c'est qu'on l'accuse d'avoir fait du journalisme, finalement, puisqu'il a publié des centaines de milliers de documents confidentiels relatifs à la guerre en Irak, relatifs à la guerre en Afghanistan, relatifs à la diplomatie américaine, tout au long de cette année 2010, ainsi qu'une vidéo d'une bavure d'un hélicoptère Apache, là aussi en Irak, mais il est poursuivi pour espionnage. Qui ont abattu, cette vidéo où on voit un civils. hélicoptère Apache qui abat 18 civils avec des militaires qui rigolent en les abattant, ainsi que donc des journalistes de l'agence Reuters. C'est donc cette activité qui est journalistique, parce qu'à l'époque, elle a été faite en collaboration avec tout un tas de grands titres de la presse internationale, le New York Times, le Guardian, le Spiegel, le Monde, etc. Eh bien aujourd'hui, il est poursuivi pour espionnage. C'est ça qui est un peu le paradoxe de la situation. C'est un personnage qui fascine. Un petit mot quand même sur son parcours. C'est un petit génie de l'informatique. Le premier ordinateur qui entre dans sa vie, il est tout jeune, il a 16 ans, va la bouleverser. Très vite, il comprend, avant les autres, qu'Internet, eh bien, ça peut être une arme démocratique, finalement. Ça, c'est déterminant. C'est surtout qu'à l'époque, il a une jeunesse et une adolescence un peu compliquées. Avec sa mère, il fuit un père très autoritaire qui fait partie d'une secte qui est assez dangereux. Donc, il cavale comme ça un peu à travers l'Australie. Et puis la rencontre des dizaines d'établissements scolaires. Et puis la rencontre avec l'ordinateur, c'est finalement là qu'il arrive à trouver cette espèce d'interaction avec le monde extérieur, sur laquelle vient se greffer une deuxième découverte, qui est la découverte d'Internet. Et là, il découvre que ce nouveau langage, il peut le parler avec d'autres personnes que lui. Les fameux hackers à l'époque. Les fameux hackers, et c'est ça son premier, le terreau de sa pensée finalement, c'est qu'il a d'abord été un hacker. Son pseudo à l'époque c'était Mandax, donc il s'est introduit dans tout un tas de systèmes de grandes entreprises américaines, de la NASA, d'opérateurs téléphoniques, et il a été poursuivi en justice pour cette activité-là, condamné à une amende. On lui a dit de ne pas recommencer, et donc à ce moment-là, il s'est trouvé une autre vocation. C'est quoi son projet justement ? Du renseignement pour les citoyens ? Alors c'est un peu ça, parce que Wikileaks, il l'a vraiment théorisé comme une agence de renseignement du peuple. C'est une expression qui revient souvent dans sa bouche. Et en 2006, il publie un manifeste qui s'appelle « La conspiration comme mode de gouvernement ». Donc vraiment au moment où il lance Wikileaks. Et dans ce texte, en fait, il avance une espèce de vision mathématique du monde où les gouvernements et les entreprises œuvreraient en secret à camoufler leur action. Et donc lui propose, grâce aux ordinateurs, grâce à l'informatique et grâce à Wikileaks, de rééquilibrer, on va dire, un peu le rapport de force entre les États et les citoyens. Alors, il fascine aussi parce que c'est un personnage, on le disait, un peu ambigu. Il est accusé d'agression sexuelle en Suède. C'est ce qui va le forcer ensuite à se réfugier dans l'ambassade d'Équateur à Londres pour ne pas être attrapé par la justice. Il va rester cloîtré pendant 7 ans sans mettre un pied dehors. Oui, comme un chef d'État en exil, un peu au début, quand il est arrivé dans cette ambassade d'Équateur, parce qu'en fait, il ne voulait pas être entendu dans cette histoire de viol en Suède, parce qu'il avait peur d'être ensuite extradé vers les États-Unis. Donc, il s'est opposé de manière très véhémente, on va dire, dès le début à cette procédure-là. Il est rentré dans l'ambassade d'Équateur, qui était un pays ami à l'époque, parce que Rafael Correa, le président équatorien, était très anti-impérialiste, donc pas très aligné avec les intérêts américain. Et au début, il a commencé à faire quelques allocutions au balcon, où on le voyait brandir des documents, haranguer la foule, etc. Et puis, petit à petit, il a fini par se réfugier vraiment à l'intérieur de l'ambassade, où il avait une petite pièce, plus une autre dans laquelle il pouvait recevoir des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont venus le voir pendant ces 7 années de simili-détention, on va dire, jusqu'à ce qu'il en soit exfiltré. Alors justement, après ces 7 années-là d'enfermement volontaire, quelque part, l'Équateur arrête de le protéger. Alors on a tous vu, il y a un an, des images frappantes. On le voit à la sortie justement de l'ambassade. C'est un homme méconnaissable. Voilà, on le voit là à l'écran. Comment est-ce qu'il va aujourd'hui ? On le dit très diminué. Alors effectivement, ça fait à peu près 4 ou 5 ans depuis un rapport de l'ONU qui établissait qu'en fait son séjour à l'ambassade était assimilable à une détention arbitraire. À de la torture psychologique. À une torture psychologique. Et depuis, on a de plus en plus de médecins. Aujourd'hui, on a plus de 150 praticiens notamment qui lui ont rendu visite et qui estiment qu'il est à la fois dans un état
assez précaire au niveau physique, on va dire, et puis un état aussi psychologique considérablement affaibli, puisqu'il est apparu à la barre dans un tribunal il y a quelques semaines avant les audiences d'extradition, et il arrivait à peine à décliner son identité. Le procès a commencé ce matin, on le disait, en Angleterre. Les États-Unis demandent donc son extradition pour pouvoir le juger sur les révélations qui datent donc d'il y a 10 ans. Au-delà du cas d'Assange, quels sont les enjeux de ce procès qui débute aujourd'hui ? Comme je le disais, à partir du moment où il est poursuivi pour une activité journalistique qui est presque l'activité la plus journalistique qu'a jamais eue Wikileaks, en collaboration avec ses grands médias, mais qu'il est poursuivi pour espionnage, ce qui est une première dans l'histoire des États-Unis, puisqu'aucun journaliste n'a été poursuivi au nom de ce texte-là, qui est normalement le texte qui est invoqué contre les lanceurs d'alerte. Or, Julian Assange n'est jamais que l'intermédiaire technique. Il est la personne à qui on a transmis les documents, à qui les lanceurs d'alerte, la lanceuse d'alerte, en l'occurrence Chelsea Manning, qui était analyste dans l'armée, a transmis les documents. Et donc, s'il était extradé, jugé, éventuellement condamné, eh bien, ça pourrait être un précédent assez inquiétant. Et demain, peut-être que d'autres journalistes seraient poursuivis pour des motifs similaires. C'est ça le risque. Reporters sans frontières, qui prend sa défense, parle de risque de criminalisation du journalisme, justement. Je crois que le message aujourd'hui qui est envoyé par l'administration Trump, mais qui était déjà un peu envoyé par l'administration Obama, parce que la procédure a été entamée en 2010, donc les États-Unis ont largement eu le temps de peaufiner l'acte d'accusation. C'est à la fois un message d'avertissement très très net aux lanceurs d'alerte, et puis c'est un message d'avertissement. Aujourd'hui, si la procédure s'accélère sous Trump, et c'est pas un hasard que ce soit sous Trump, c'est un message d'avertissement aux journalistes d'investigation, et particulièrement pour tous ceux qui voudraient publier des informations classifiées. La transparence, à tout prix, il y a des limites à ces révélations. Alors, je ne suis pas certain que la transparence soit l'obsession de Julian Assange. Il est plus obsédé par l'information que par la transparence. C'est-à-dire qu'il a notamment cette espèce de slogan en tête, qui était le slogan de Stuart Brand, qui est un peu à la fois une figure de la contre-culture américaine et un peu un père fondateur de la Silicon Valley, et qui disait « l'information veut être libre ». Finalement, dans le projet de Julian Assange, toujours dans cette idée de mettre à nu les structures du pouvoir et de réarmer quelque part les citoyens, eh bien Wikileaks est le meilleur véhicule pour le faire, en opposant l'information au secret. Quitte à avoir des victimes collatérales, je pense aux mails révélés d'Hillary Clinton en pleine campagne présidentielle, qui influencent finalement la marche de l'histoire. Alors c'est vrai qu'on a du mal en fait à concevoir qu'il puisse y avoir une continuité entre les faits pour lesquels il est poursuivi en 2010 et qui sont du journalisme, et puis cette publication de mails en 2016 avec Hillary Clinton, qui est une adversaire déclarée parce qu'elle était secrétaire d'État au moment justement de toutes les révélations de 2010. Elle incarne selon lui tous les réseaux de népotisme contre lesquels il se bat depuis assez longtemps, et donc c'est vrai qu'on a eu tendance à voir ça comme une espèce d'alliance objective. On a entendu les autorités américaines qualifier Wikileaks d'agence de renseignement hostile à cette époque-là, alors qu'en fait il y a une forme de continuité dans cette action, aussi irritante puisse-t-elle être. Est-ce qu'il peut gagner ce procès, Julian Assange ? Alors aujourd'hui, ça me paraît assez compliqué, parce qu'on voit effectivement que ça fait 10 ans que la procédure a été entamée. Et moi, je regarde ces situations à travers la situation de Chelsea Manning, qui est sa source finalement. Chelsea Manning avait été condamnée à 35 ans de prison. Sa peine a été commuée par Obama et elle est retournée en prison depuis 1 an parce qu'elle refuse de témoigner contre Julian Assange. Eh bien, on va suivre tout cela de très près. Merci à vous. Merci Olivier Tesquet. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit chez Actes Sud, Dans la tête de Julian Assange. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la propagation du coronavirus, alerte maximale en Europe. L'épidémie se répand de façon spectaculaire et soudaine, notamment en Italie, principal foyer. Bonne émission à vous.